Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs et internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Mais aujourd'hui, un accent particulier sera mis sur l'appareil judiciaire et le fonctionnement de la justice dans notre pays. Et pour ce faire, on échange avec Maître Georges Kapiamba, qui se trouve être président de l'ACAJ. ACAJ, c'est l'association congolaise pour l'accès à la justice. Maître, bienvenue. Merci. Merci de nous accorder votre précieux temps. Merci. D'entrée de jeu, ma première question, Maître Georges Kapiamba, part d'un constat. Les téléspectateurs, les internautes nous ont posé cette question de savoir pourquoi Georges Kapiamba et l'ACAJ deviennent de plus en plus moins bavards, surtout depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au fauteuil présidentiel. Je pense qu'il faut relativiser, il ne faut pas dire les téléspectateurs, les internautes comme si c'était tout le monde. Certains, okay. Je veux dire certains, qui doivent faire partie sûrement de partis ou des groupements politiques qui ne sont plus au pouvoir, parce que ce sont eux qui reviennent tout le temps sur cette rhétorique et nous disons que nous faisons correctement notre travail avec la même vitalité, même engagement, même rigueur, même indépendance. Ils n'ont qu'à lire tout ce que nous avons produit depuis que le dit pouvoir est en place. Et nous contribuons de manière non négligeable à la prise de bonnes décisions ou de certaines décisions. Je ne dois pas tout le temps me mettre à dire qui j'ai rencontré, à quel niveau, quelle est la décision que j'ai pu ou laquelle j'ai pu influencer. Mais nous participons énormément. Nous maintenons une pression sur les membres du gouvernement, sur des mandataires, et ce qui fait que beaucoup de choses qui sont réalisées ou obtenues le sont aussi à la suite de notre contribution. Et donc, nous continuons à faire notre travail comme par le passé. Les Congolaises et les Congolais devront toujours nous faire confiance. Ils ne doivent pas suivre ces tralala d'un petit groupe d'individus qui sûrement ne sont pas contents du fait qu'ils aient perdu les avantages qu'ils avaient facilement. Donc tout est beau fixe. Tout est au beau fixe. Vous n'avez qu'à poser des questions aux bénéficiaires de nos actions, que ce soit à Kinshasa ou à travers tous les pays. Ils sont nombreux aujourd'hui qui bénéficient de notre action. Principalement les personnes enlevées, arrêtées, détenues dans des cachots, principalement des services de sécurité qui ont pu recouvrer leur liberté, que ce soit à Kinshasa ou dans d'autres villes du pays, grâce à notre intervention. Et nous lésinons pas quant à l'emploi de moyens légaux afin de faire respecter les droits de nos compatriotes. Donc nous restons mobilisés toujours comme par le passé. Président de l'ACAJ que vous êtes, comment appréciez-vous aujourd'hui les fonctionnements de l'appareil judiciaire en RDC? Non, mais vous savez que nous le disons presque chaque fois. Le 11 septembre passé, nous avons présenté la situation des droits de l'homme. Nous sommes revenus sur plusieurs situations qui nous préoccupent, que ce soit les nominations des mandataires qui ne respectent pas les principes de l'égalité des chances qui est consacré par l'article 12 de la Constitution, parce qu'aujourd'hui toutes ces nominations sont fondées tout simplement sur les critères. Même les récentes nominations. Toutes les nominations.
La CAGE, nous sommes intraitables là-dessus. J'ai eu déjà à parler à plusieurs hauts responsables de notre pays pour dire qu'il faudrait que les choses changent. Et le changement devra commencer par la conception de ce que c'est la fonction publique, l'accès aux fonctions publiques, les critères à respecter. Et nous leur disons, les seuls critères objectifs, c'est celui qui est posé par l'article 12, qui est un critère, un principe général, l'égalité des chances, qui sous-entend qu'il faut donner la possibilité à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, de briguer, de solliciter l'emploi, et cela doit se faire comme le gouvernement, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, viennent de le faire, d'administrer l'application de ces principes en organisant un concours auquel plus ou moins 26 000 Congolaises et Congolais ont participé. Et là, nous acclamons, nous félicitons. Pourquoi? Parce que le principe d'égalité des chances a été respecté. On a donné la chance à chacun de manière à ce que vous passez au même test, dans les mêmes conditions, sans favoritisme, et que les meilleurs qui vont sortir de ces 26 000 seront ceux qui vont satisfaire à la cote prévue par les jurys. Malheureusement, cela n'a toujours été pas fait. Non, c'est-à-dire que pour le recrutement des magistrats, je rappelle que nous sommes satisfaits du processus tel qu'il a été élaboré, organisé, conformément à la Constitution, en respectant les principes de l'égalité des chances, et nous sommes très contents. Et nous avons suivi aussi de plus près l'organisation du concours. Nous n'avons aucun reproche à formuler contre ce concours. C'est déjà un très bon pas en avant, mais nous disons qu'en ce qui concerne la nomination des mandataires dans les entreprises publiques comme établissements publics de l'État et dans d'autres services, là, il y a encore un souci que nous exprimons. Pourquoi? Parce que ces nominations ne respectent pas les principes d'égalité des chances. Sont nommés, sont retenus comme mandataires à la nomination seules des personnes choisies par des partis et regroupements politiques. C'est là où les bas blessent. Là, ça ne marche pas. La CAGE, nous continuerons à discuter, à sensibiliser les autorités, les responsables des partis politiques, pour leur faire savoir que en faisant les choses de cette manière, ils violent l'article 12 de la Constitution. Nous comprenons que quand on a le pouvoir, on considère qu'on doit d'abord soi-même s'octroyer les gros morceaux, mais il faut savoir le faire dans le respect de la Constitution, parce que ça provoque, ça crée des frustrations, ça crée au sein de la société congolaise une société de privilégiés avec un autre groupe de Congolais qui sont des laissés pour compte. Ça ne marche pas. Il ne faut pas créer des frustrations, d'autant plus que les gouvernements, le Premier ministre, lorsqu'il avait présenté son programme pour l'investiture du gouvernement, il avait rassuré qu'ils allaient travailler pour réaliser une société congolaise solidaire. Mais on ne peut pas réaliser une société solidaire lorsqu'on ne respecte pas les principes d'égalité des chances et qu'on nomme systématiquement les mandataires de l'État que sur base d'un principe d'appartenance à un parti ou un regroupement politique, parce que vous n'allez pas obliger tout le monde d'appartenir, d'adhérer à un parti politique. On ne peut pas contraindre quelqu'un à adhérer à un parti politique. Nous devons considérer, dans une société de droits démocratiques, il y a une société politique constituée de ceux qui gèrent, de partis politiques, mais il y a aussi une société non politique, constituée des organisations de la société civile, des indépendants, des hommes et des femmes. Ces gens ont droit aussi à accéder aux fonctions publiques, parce que l'accès aux fonctions publiques est une garantie qui est reconnue à tout citoyen. Sinon, tous ceux qui fournissent les efforts, les parents qui se battent jour et nuit pour faire étudier leurs enfants,
ne pourront jamais espérer voir leurs enfants réussir dans leur vie parce que n'ayant pas adhéré au parti politique qui est au pouvoir ou les regroupements. Là, ça ne marche pas. C'est une injustice. Et nous devons tous continuer à en parler pour que nos dirigeants prennent conscience et que ça soit corrigé. Maître Georges Kapiamba, qu'est-ce qui justifie toujours... Et là, j'ajoute, Okay, et là, quand nous parlons, nous maintenons cet élan, cette revendication, les soi-disant internautes qui pensent qu'on ne parle pas. Mais ils devaient quand même nous jeter les fleurs en disant « Ah, mais là, la CAJ maintient une position qui est celle qui profite à tous les Congolais. » Parce que quand nous le faisons, nous ne voyons personne. Hein. Nous visons l'intérêt général. Nous souhaitons qu'un jeune homme, une jeune fille qui termine ses études universitaires à Kabambare, à Lodia, je ne sais pas, à sur l'ensemble Mwanda, du territoire national, sur tous les territoires nationaux, ou qui a fait ça à l'étranger, qui revient au pays, il faudrait qu'il trouve quand même un mécanisme en place pouvant lui permettre de solliciter un emploi, d'accéder à un emploi public lorsqu'il se présente. Okay. Maître Georges Kapiamba, les constats continuent, dans le sens que comment tout ce que vous avez eu presque à dénoncer sous les régimes de Joseph Kabila, les mêmes réalités, les mêmes comportements sont encore repris, non, alors que la plupart, il y a des choses alors que celui qui est au pouvoir vient de l'opposition. Non, il faut quand même être aussi honnête. Vous savez, nous avons l'obligation aussi de dire la vérité. C'est qu'il y a des efforts qui ont été fournis par les nouveaux pouvoirs dans certains secteurs, notamment dans les secteurs, comme nous l'avons dit dans notre discours de 11 ans de l'existence de la CAJ. Nous avons mentionné des secteurs dans lesquels des efforts, des résultats ont été réalisés par ces pouvoirs dans l'intérêt de la jouissance des droits socio-économiques des citoyens, sans oublier les droits culturels. Nous avons parlé notamment de tous les efforts, l'investissement qui a été réalisé dans le secteur d'addiction d'eau potable, l'accès, parce que nous avons vérifié, nous avons des preuves aujourd'hui palpables, principalement à Kinshasa ou dans d'autres villes, qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, des enfants qui ont accès à l'eau potable. Les efforts sont fournis pour favoriser l'accès à l'électricité, principalement dans les milieux ruraux, avec la création, la mise en place de l'établissement qu'on appelle l'ANSER. Et nous suivons de plus près avec nos collaborateurs qui sont dans des provinces, qui sont dans des territoires. Nous voyons tous les projets qui sont en train d'être réalisés pour permettre à ces concitoyens qui sont dans des territoires, qui n'avaient jamais vu la lumière, puissent finalement vivre, être connectés aussi au monde d'aujourd'hui, des progrès comme nous tous, comme tout le monde. Nous avons évoqué la lutte contre la corruption qui a permis aujourd'hui à la République démocratique du Congo de renouer avec la mobilisation des recettes. J'étais heureux de suivre il y a 5 jours l'inspecteur général des finances annonçait que le gouvernement a déjà au mois de septembre réalisé les prévisions de 10 milliards de dollars qui étaient au moins l'objectif pour l'exercice 2022. Déjà au mois de septembre, ça veut dire que, comme il a dit, dans la projection, il sera possible d'ici la fin de l'exercice, d'ici la fin du mois de décembre, de réaliser encore plus de 2 milliards. Et donc, ce sont des efforts qui résultent ou qui ont facilité au moins l'investissement de l'État. Parce que sans ces moyens, l'État ne peut rien faire. Nous avons salué le fait que le gouvernement ait adopté la loi de programmation militaire. Nous nous sommes battus, ça fait longtemps depuis que
la nouvelle loi sur le statut des FRDC avait été adoptée il y a plusieurs années, pour que cette loi soit adoptée et qu'une programmation en ce qui concerne les financements, l'équipement, la formation, l'amélioration des conditions socio-économiques des familles des militaires soit au moins créée. Enfin, le gouvernement l'a adopté et nous espérons que dans les budgets de l'exercice 2023, cela va prendre un corps pour que l'État se donne les capacités de défense du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, mais en comptant sur des hommes et des femmes qui sont d'abord formés, notamment sur le respect des droits humains, qui sont pris en charge normalement pour éviter à ce qu'ils puissent se livrer à la fois à la mendicité, mais aussi qu'ils puissent se livrer aux abus. Donc, il y a ces réalisations-là. Il y a aussi, il faut mentionner l'ouverture de l'espace d'exercice des libertés publiques. Je sais que de temps en temps, il y a des soucis, à gauche, à droite. Donc il y a encore des efforts à fournir. Il y a des efforts quand même à fournir, Okay. mais la volonté est là. Donc, il y a ce qui reste. Là où nous avons encore des préoccupations, comme je l'ai mentionné, l'accès égal de tous aux fonctions publiques. Là, ça pose encore un sérieux problème. Voilà. Maître Georges Kapiamba, alors que la CAJ et vous avez quand même apprécié les déroulements des tests du magistrat organisés sur l'ensemble du territoire national, mais il y a votre collègue Jean-Claude Katende qui a dénoncé les cas quand même de tricherie. Comment expliquer? Non, mais il faut lui poser cette question. Quels sont les éléments à sa possession? Là, je donne la position de la CAJ qui résulte de l'ensemble du monitoring que nous avons réalisé à travers tout le territoire national. Il n'y a pas eu de cas de tricherie? Non, nous avons reçu un certain nombre d'allégations, dont certaines ont été vite vérifiées, se sont avérées non fondées. D'autres sont en cours de vérification, notamment 3 cas de noms et de numéros de macarons qui nous ont été envoyés pour les sites de Lubumbashi, au motif que ceux qui ont passé ces tests, deux messieurs et une dame, seraient encore à l'université en première licence de droit et que par conséquent, ils ne pouvaient pas les passer. Nous sommes en cours de vérification de ces informations. Pourquoi? Parce qu'il ne revient pas à nous de dire seulement sur base de cet élément-là ou de ces éléments qu'effectivement, ces 3 compatriotes sont effectivement des étudiants à l'université de Lubumbashi. Nous sommes en train de vérifier ça en passant par les autorités académiques compétentes pour que nous sachions si les faits nous rapportés sont fondés ou authentiques. Donc à ce jour, je ne peux vous dire, au vu de vérifications que nous avons faites, qu'à notre avis, les concours, les tests des magistrats s'est déroulé dans de meilleures conditions. Et nous savons d'ailleurs que chaque fois à la clôture, toutes les mallettes étaient fermées, remises au service de sécurité pour assurer la transmission à Kinshasa. Donc nous sommes informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été prises pour limiter vraiment les cas ou éviter des cas de fraude. Le chef de l'État s'est plaint beaucoup dans le secteur de la justice. Il en a fait autant de fois. Mais il y a une question là-dessus. Selon Georges Kapiamba, faut-il continuer à se lamenter ou à agir? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens oublient une chose. C'est que le président de la République, il a, au regard de l'article 69, le pouvoir ou les prérogatives de s'assurer du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'au vu des informations, des rapports
qu'il reçoit de plusieurs sources, notamment des organisations de défense des droits de l'homme que nous sommes. Nous écrivons beaucoup au président de la République et qu'il fait vérifier ces informations. Il se rend compte qu'elles sont avérées. Et le président de la République peut prendre parole pour en parler. C'est son droit. C'est une manière aussi d'interpeller publiquement les responsables des dites institutions, des dits services, par rapport aux plaintes qui sont formulées contre leur comportement, leur action. Ce n'est pas de la lamentation. Une interpellation n'est pas en soi une lamentation. L'interpellation est une action qui est menée pour appeler, demander à la personne concernée de prendre des actions correctives par rapport à ce qui lui est reproché. Mais lorsque c'est répétitif. Non, mais attendons. Mais vous n'allez pas demander au président de la République de commencer à faire changer des magistrats à tout bout le champ. On ne peut pas, on peut changer des choses ou faire changer des choses par la sensibilisation, par des dénonciations. Et donc, le chef de l'État venait de nommer des nouveaux magistrats, dont 53 à la Cour des comptes. Et d'ailleurs, je dis encore en passant que la CAJ, nous nous sommes félicités de l'aboutissement de notre plaidoyer sur cette question. Nous sommes parmi ceux qui se sont battus, qui ont mené le plaidoyer auprès du président de la République pour faire opérationnaliser la Cour des comptes. Donc, vous avez obtenu gain de cause? Bien sûr. Okay. Nous lui avons même adressé une lettre de félicitations par rapport à ça, parce que c'est aussi ça, notre obligation, et devoir, de dire à une autorité qui pose une action qui peut être salvatrice dans l'intérêt de la population, de lui dire que cette action est bonne, et puis nous attendons encore plus en ce qui concerne X, Y secteur, comme par exemple pour la Cour des comptes. Nous avons salué l'action du président de la République, mais tout en ajoutant que nous lui demandions de veiller à ce que la Cour des comptes reçoive les moyens financiers et logistiques conséquents afin de lui permettre d'assumer ses missions qui sont notamment de veiller sur l'emploi correct et efficient de l'argent public. Donc, nous l'avons fait. Et donc, pour revenir à la question principale, nous pensons que nous nous félicitons de cette dénonciation, cette interpellation du président de la République, ce qui constitue aussi un avertissement. Toujours aux animateurs. Chef de l'État, mais bien sûr, il l'a dit, parce qu'il a dit enjoindre ou charger la ministre d'État, ministre de la Justice, de prendre des dispositions dans le cadre de la passerelle qui existe entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire de deux pouvoirs, afin d'examiner ces problèmes qui minent encore le fonctionnement de la justice et trouver des solutions qui s'imposent. Et nous, la CAJ, nous sommes en train de préparer notre propre document qui va reprendre les actions concrètes que nous allons soumettre à la fois au Conseil supérieur de la magistrature, au bureau, mais aussi à la ministre d'État, ministre de la Justice, de sorte que ça puisse servir aussi de document de travail lors de leur rencontre. Et donc, nous nous sommes contents parce que c'est ce que nous avions toujours souhaité. Étant donné qu'il y avait une sorte de résistance dans les chefs de certains magistrats, même les plus hauts magistrats, par rapport aux attentes de la population, il avait fallu que le chef de l'État en parle de la manière dont il l'a fait et pour ainsi donner un coup de pouce à une action qui doit permettre à la justice de fonctionner réellement comme un pouvoir, comme un garant
de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Maître Georges Kapiamba, sans état d'âme, comment appréciez-vous également les déroulements de certains procès, à l'instar de celui de Kalev Moutonde, qui apparemment va dans le sens des arrangements à l'amiable, mais aussi celui de Vidé Tumanga, qui, par la suite, on accorde une liberté provisoire et on ne sait pas la suite. Non, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un peu de mélange des choses. Toute personne accusée d'un fait a le droit de se défendre de la manière, soit elle-même ou soit avec le concours des avocats. Quelle que soit l'ampleur. Quelle que soit l'ampleur, les droits de la défense, c'est l'article 19 de la Constitution. Quelle que soit l'ampleur, vous avez le droit de vous défendre. La défense, là, consiste en quoi? Consiste à remettre à contester les faits vous imputez. Vous contestez ça devant les magistrats en lui disant, monsieur le procureur, les faits que vous m'imputez ne sont pas fondés, ne sont pas authentiques, ne sont pas soutenus par des preuves, et puis ce n'est pas moi qui les ai éventuellement commis, pour l'obliger à revérifier et au bout des comptes avoir la possibilité de vous accorder la liberté. Mais cependant, ce que nous avons déploré dans les premiers cas de M. Vidier, c'est le fait que le parquet se soit empressé à les placer sous mandat d'arrêt provisoire pour finalement lui accorder la liberté provisoire 5 ou 6 jours après. Alors que, de par la situation sociale de monsieur, sa fuite n'était pas à craindre. Qu'est-ce qui avait justifié son placement sous mandat d'arrêt provisoire? Et là, nous avons dit, et nous avons rejoint même le chef de l'État pour dire que ça s'apparente finalement à une sorte de théâtre. Parce que la loi elle-même est rigoureuse en cette matière. Vous, les magistrats de parquet, vous ne pouvez décider de placer quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire que lorsque des conditions qui sont reprises dans la loi sont réunies, notamment que la fuite de la personne est à craindre, notamment lorsque vous vous rendez compte que en les laissant en liberté, il y a des risques à ce que la personne aille compromettre la suite de l'enquête en influençant ou en effaçant, notamment des preuves. Ce qui n'était pas le cas, ce qui les concerne. Donc il avait fallu, et c'est ce que nous demandons, nous faisons ce plaidoyer, nous demandons au parquet d'améliorer leurs méthodes d'enquête partout au monde. Aujourd'hui, les enquêtes sont perfectionnées. Vous pouvez commencer les enquêtes ailleurs pour finir par l'auteur principal. De manière à ce que lorsque vous les prenez, vous avez tous les éléments, vous lui opposez et la personne va se gêner même pour les nier et ça va les pousser même à passer aux aveux pour faciliter l'action de la justice. Donc, il faudrait qu'il y ait une remise en cause de leur part en ce qui concerne les méthodes d'enquête. De deux, nous avons dit dans notre déclaration faite sur les tweets que nous craignons que des arrestations, certaines arrestations ou des mises en détention préventive puissent être décidées dans le but principalement de se faire offrir des avantages illicites, c'est-à-dire faciliter la commission des actes de corruption. Parce que nous savons qu'il y a aussi certains magistrats qui peuvent être tentés par les soucis, l'envie de dire je le place sous mandat, je l'arrête, comme ça il sera obligé de m'offrir des avantages matériels. Et ça, nous disons que il faudrait que les conseils supérieurs de la magistrature et les chefs hiérarchiques des magistrats puissent veiller et que de nouveaux mécanismes soient mis en place pour prévenir ça. Parce qu'il y a possibilité que certains magistrats mal intentionnés puissent en faire une occasion
d'enrichissement personnel. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que nous avons déploré. Vous avez évoqué un autre cas, je crois, de Kalev. Non, je pense que j'ai rappelé ici l'article 19 de la Constitution. Il faut d'abord se féliciter du fait que M. Kalev, un ancien administrateur général de l'ANR, contre lequel il y a des accusations, des plaintes, des actions devant des tribunaux de notre pays, et il décidait finalement, lui qui était allé en cavale, et finalement de revenir au pays pour se présenter devant sa justice. Pour nous, organisation de défense des droits de l'homme, nous qui militons pour l'accès à la justice, c'est déjà la vie. Qui eût cru que quelqu'un de son rang, à l'époque, puisse accepter ou considérer qu'il pouvait se présenter finalement devant ces magistrats. Et donc il a pris conscience, c'est aussi la victoire de l'état de droit. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est de cette manière-là qu'il doit régler son problème. Okay. Alors, donnons-lui le temps de présenter ses moyens de défense. J'ai appris qu'aujourd'hui, d'ailleurs, son audition va se poursuivre au parquet général près de la cour d'appel de Gombe. Laissons les magistrats faire leur travail professionnellement, en tenant compte des moyens qui sont, des éléments qui sont dans les dossiers, avec les victimes, et puis il reviendra au procureur général de prendre la dernière décision, soit de considérer que les faits sont suffisamment établis et que par conséquent, il l'envoie devant les juges compétents, ou que les faits ne sont pas suffisamment établis, il décide de classer le dossier sans suite et considérer que M. Kalev peut vaguer librement à ses occupations. Maître Georges Crépienba, on arrive sûrement à la fin de notre entretien, mais il nous reste deux petites questions qui nous s'avèrent également importantes à vous poser. Cela nécessiterait également vos réactions. Vous le savez, vous êtes au courant que le chef de l'État a procédé aux mises en place au sein de FARDC. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Christian Chiwewe. D'après vous, quels sont les défis qui les attendent? Alors, les défis, d'abord, le premier défi, c'est de considérer qu'il s'agit des responsabilités, des grandes responsabilités qui leur incombent. Ce sont des responsabilités lourdes qui vont peser sur leurs épaules, lui avec l'ensemble de ses collaborateurs qui ont été nommés à l'état-major général. Deuxièmement, c'est de s'employer pour renforcer la discipline au sein de nos forces armées congolaises. La discipline, d'abord, qui devra passer par la maîtrise des effectifs. Il faut mettre fin à cette affaire des gonflements, des effectifs, des maquillages, des chiffres qui font perdre énormément de l'argent à la République. Et puis, la discipline, c'est aussi faire en sorte que les militaires soient casernés. Nous devons finalement arriver à vivre une situation où on ne voit plus nos militaires, alors que nous ne sommes pas en temps de combat, nous ne sommes pas dans une situation de guerre à Kinshasa, les voir circuler partout, c'est-à-dire la divagation. À son temps, Lacage, nous lui avons même écrit, quand il était encore chef de la garde républicaine, et nous le félicitons parce que nous avions fait un plaidoyer pour lui demander de prendre des mesures afin de mettre fin à la divagation que nous avions constatée dans les chefs de certains éléments de la garde républicaine. Et nous avons immédiatement constaté des changements. Je l'avais même rencontré et il était très content que nous ayons mené cette action-là. Et donc, nous lui faisons confiance, nous espérons qu'il va poursuivre aujourd'hui à la tête de l'ensemble de ces corps importants de notre pays, le FARDC, avec le même esprit pour faire régner la discipline. L'autre défi, c'est le défi de la sécurisation des personnes et de leurs biens, sans oublier l'insécurité qui écume la partie orientale de notre pays, avec la présence des troupes rwandaises
sous le label de M23. Il faut en finir. Il faut en finir. On en parle déjà, d'ailleurs, ça fait plus de 4 mois que l'un des territoires congolais est entre les mains de rebelles du M23. Et parmi les pistes de solutions, il y a certains, parmi les hauts gradés de ces pays, proposent même des dialogues avec les éléments du M23. Quelle est votre version des faits? Alors, nous avons toujours soutenu, vous savez, les droits de l'homme, c'est principalement privilégié, la paix, le dialogue. Mais, vous savez, il faut savoir que les dialogues, on va dialoguer, pour y aller, il faut d'abord des conditions. Effectivement. Les conditions, là, c'est notamment votre propre position. Okay. Est-ce que nous pouvons accepter aujourd'hui, au regard de l'arrogance du Rwanda, de l'Ouganda, d'aller à une table? D'autant plus que le président de la République lui-même a dialogué avec eux. Beaucoup d'alternatives. Il a offert beaucoup d'opportunités. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au retour? Ils n'ont pas pris ça en compte. Deuxièmement, après cette situation, il y a eu beaucoup de missions de conciliation, notamment avec le médiateur de l'Union africaine, le président Lorenzo. Des engagements ont été pris, à Nairobi. Mais on a constaté que du côté du Rwanda, il n'y a pas... Ils ne sont pas ouverts. Alors, okay. Vous n'allez pas continuer à attendre leur bonne volonté au risque de vous faire imposer ce qui est inacceptable. En tout état de cause, pour la CAGE, nous avions déjà écrit au président de la République, nous avons mené des plaidoyers pour dire il ne doit plus être question d'aller signer un quelconque accord ou d'aller à un dialogue qui va faciliter encore l'intégration des éléments de M23 au sein des forces armées et de défense de la RDC. Ça doit s'arrêter parce que pour nous, ces gens doivent faire l'objet de poursuites pour qu'ils répondent de leurs responsabilités dans tous les crimes internationaux qu'ils ont commis à l'est de la République. Mais aussi un aspect, est-ce qu'aller dans le sens de dialoguer vers les M23, cela ne serait pas considéré ou ne mettrait pas l'État congolais dans un état de naïveté? Il n'y a pas, en fait, ils vont dialoguer sur quoi? Parce qu'il y a eu énormément, toutes les questions avaient été déjà abordées. Et si vous suivez l'intervention du président de la République, sa dernière intervention devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a été clair. Il a rappelé toutes les tentatives qui ont été menées pour résoudre les problèmes de la sous-région. Mais lorsque vous constatez que vous avez en face un interlocuteur qui est foncièrement de mauvaise foi, il faut trouver d'autres moyens pour vous défendre les intérêts du pays et les intérêts de la République démocratique. Et qu'est-ce que vous proposez pour la reprise de Bunagana? L'aspect militaire? Mais nous venons d'avoir une nouvelle équipe au niveau de l'état-major de FRDC. Il faudrait qu'ils travaillent. Ce sont des hommes sur qui nous devons compter. Et ils doivent savoir que parmi les résultats que les Congolaises et les Congolais attendent d'eux, c'est la reprise, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, notamment la reprise du territoire de Bunagana et toutes les autres localités environnantes. Et ça doit se faire et le gouvernement, nous l'avons toujours dit, doit donner les moyens nécessaires pour équiper. Parce qu'il faut aussi rappeler que nous avons passé dans ce pays plus de 18 ans avec un régime, avec des hommes et des femmes qui ont affaibli nos forces de défense et de sécurité, qui n'ont pensé ni à leur équipement, ni à leur prise en charge sociale. Là, vous faites allusion au régime passé. Mais bien sûr, parce que comment pouvions-nous nous retrouver au stade où nous sommes aujourd'hui sans matériel conséquent? Un pays qui partage 9 frontières. Vous pensez, avec tout ce que nous avons comme richesse, vous pensez que tous ces gens-là ne réfléchissent pas en fonction de ce qu'ils peuvent faire mener comme action pour aussi récupérer ça? Ok. Alors, donc, celui, comme on dit, qui aime la paix, prépare la guerre. Okay. Il faudrait qu'on se prépare. Maître Georges Krépin, on va se séparer pour ce numéro avec cette question de curiosité. Il y a certains qui pensent que l'actuelle ministre de la Justice est moins compétente.
que de votre version du fait également. Non, mais nous, dans tous les dossiers où nous lui avons soumis des plaidoyers, nous avons trouvé de satisfaction. Je crois qu'il y a des dossiers sur lesquels les gens auraient bien voulu, par exemple, voir la ministre trop rebondir, c'est peut-être sur ça, mais il faudrait que les idées viennent des uns et des autres. Il faut lui proposer, il faut aller lui parler. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun reproche à formuler contre elle. Parce que sur l'ensemble des choses, nous discutons. Personnellement, je sais la rencontrer à tout moment quand elle dispose de temps. Nous discutons, je soumets toutes les doléances que nous avons collectées avec des preuves par rapport au mauvais fonctionnement de la justice, sur d'autres questions, et elle s'emploie toujours pour aussi trouver des solutions. Et donc, nous n'avons pas de reproches quelconques. Maître Georges Kapiamba, êtes-vous d'accord pour les remaniements de l'actuelle équipe gouvernementale? Si oui, pour quelles raisons? Oui, mais il faut remanier parce que les gens ont travaillé pendant longtemps. Nous pensons qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas fait preuve d'engagement réel. Nous avons des reproches contre certains ministres qui ont brillé dans des conflits d'intérêts, certains qui ont mené des actions contre même les intérêts de l'État. Et nous pensons que ce genre de personnes ne méritent plus de rester dans le gouvernement de la République parce qu'ils n'ont pas l'essence d'hommes et de femmes d'État. Ils font la confusion entre leurs propres intérêts personnels et les intérêts de l'État pour lesquels ils sont engagés là-bas et ils sont payés par les contribuables congolais. Des personnes comme ça doivent être dégagées du gouvernement. Nous le disons aussi en ce qui concerne les cabinets du président de la République. Nous avons déjà écrit, nous continuons à faire le plaidoyer que le chef de l'État devra remanier aussi son cabinet pour évincer tous ceux qui se livrent dans des combines pour gagner de l'argent, pour mieux se positionner politiquement, parce que ce ne sont pas des gens qui méritent d'être à ses côtés, qui ne pourront pas l'aider à réaliser les promesses qu'il a faites au peuple congolais. Et qui, selon vous, ferait partie des ministres moins compétents du gouvernement Sama Lukonde? Non, mais vous savez qu'il est toujours malsain de citer des personnes comme ça, mais si... Mais c'est la République, hein. Ils ont géré, ils sont connus dans leur portefeuille. Oui, mais laissez-nous, d'ici la fin de l'année, nous allons publier un document principalement sur le fonctionnement du gouvernement depuis qu'il a été mis en place, et la CAJ prendra ses responsabilités pour donner des cotes à certains ministres. Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en abrégé. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs. Semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions